Bonjour à tous, merci Franck de cette petite introduction. Donc, je m'appelle Stéphane Crozat, je suis donc à l'UTC, je suis informaticien, donc merci de vous ouvrir à d'autres disciplines ici. Je suis donc membre du laboratoire COSTEC, donc j'enseigne l'informatique, j'enseigne les bases de données, mais je suis membre d'un laboratoire de sciences humaines centré sur l'étude de la technique, de la technologie. Je suis également membre de l'association, j'ai cité ces autres filiations parce qu'on verra qu'elles auront une petite importance dans ma présentation. Je suis membre de l'association Scénari et un des fondateurs, on va dire, de cette suite logicielle qui permet de créer du document. Et je suis également, c'est un mouvement plus récent dans mon activité, membre de l'association Picassoft à l'UTC, qui est une sorte de pâle copie de l'association Framasoft, donc un membre du collectif des hébergeurs alternatifs du Chaton, dont l'objectif est de travailler sur la redécentralisation d'Internet. Voilà, chose dont je parlerai un petit peu en conclusion. Alors avant de démarrer, je vais vous proposer, dans le cadre de cette intervention, de tourner par 3 fois autour d'une question qui pourrait être celle-ci. Un post Facebook est-il un document? Le commentaire de ce post lui-même est-il un document? On pourrait d'abord considérer que la question est peut-être en elle-même stupide et qu'en 2019, se poser ce genre de question n'a pas de sens. J'aurais tendance à vous proposer justement qu'elle peut en avoir. Dans un second mouvement, je vous proposerai non pas de répondre à la question, mais par contre, j'insisterai sur l'intérêt, selon moi, qu'il y a à chercher une réponse à cette question. Pas forcément à la trouver, mais en tout cas à la chercher. Et c'est ce que j'illustrerai à travers le concept de documentarité. Et enfin, dans une troisième partie, qui n'était pas tout à fait la commande de Franck, mais qui était plus peut-être en adéquation avec mes pratiques actuelles, je vous proposerai d'associer une autre question, c'est-à-dire que utiliser Facebook comme premier mouvement, comme technologie documentaire, était-il une bonne idée? Voilà un peu ce autour de quoi je vais articuler ma présentation. Alors, dans une première partie, on vient de dire que le but n'était pas de définir ce qu'était un document, néanmoins pour qu'on s'entende un peu sur cette terminologie, je vais vous proposer de repartir d'un travail que j'ai fait avec Bruno. Mais avant, je vais vous lire une petite citation. Je me suis dit que c'était le matin, enfin du coup un peu longue, et que ça embellirait la journée déjà très ensoleillée. Alors j'y vais. Il était une fois un homme qui avait eu une escarmouche avec la police, l'affaire terminée, il reste un dossier qui risque de ressurgir à la première occasion. Notre homme décide donc de le détruire et s'introduit à cette fin dans les locaux du quai des Orfèvres. Naturellement, il n'a ni le temps ni le moyen de retrouver son dossier, il faut donc qu'il supprime tout le sommier, ce qu'il fait en incendiant les locaux à l'aide d'un bidon d'essence. Ce premier exploit couronné de succès et sa conviction que les papiers sont un mal absolu dont il convient de libérer l'humanité, l'encouragent à persévérer dans cette voie. Ayant converti sa fortune en bidon d'essence, il entreprend sa tournée méthodique des préfectures, mairies, commissariats, etc., incendiant tous les dossiers, tous les registres, toutes les archives, et comme il travaillait en solitaire, il était imprenable. Or, voici qu'il constate un phénomène extraordinaire. Dans les quartiers où il a accompli son œuvre, les gens marchent courbés vers le sol, de leur bouche s'échappent des sons inarticulés, bref, ils sont en train de se métamorphoser en bêtes. Il finit par comprendre qu'en voulant libérer l'humanité, il la ravale à un niveau bestial parce que l'âme humaine est en papier. J'aime beaucoup cette citation et je trouve qu'elle va permettre d'illustrer justement correctement la question que je souhaite poser. Alors, qu'est-ce qu'un document? On peut en trouver évidemment de nombreuses définitions. Je vais vous proposer la mienne, encore une fois, celle que j'ai élaborée à partir de travaux menés avec Bruno Bachimon. On va voir que ça va avoir son importance juste après. Et donc, je vais vous proposer qu'un document est une inscription de contenu sur un support pérenne établi dans un contexte éditorial, c'est-à-dire dans un contexte de production et pour un contexte de réception. Bien entendu, vous pourriez avoir d'autres définitions, l'objet n'est pas de discuter de ça en tant que tel, on pourra le faire néanmoins, mais plutôt de le prolonger derrière. C'est une définition qui trouve son héritage chez effectivement les documentalistes, on va dire, des Buckland ou des Brillet. Donc en reprenant des choses là de Buckland, on va poser que pour qu'il y ait document, il faut qu'il y ait matérialité. Matérialité, ici, il faut l'entendre au sens d'une fixité spatiale et temporelle. Le document est un objet en quelque sorte dont on peut se saisir, que l'on peut tenir, le terme d'objet convient bien, c'est en ça qu'il y a une notion de matérialité. Il faut qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire qu'à un moment, le document n'est pas simplement, je vais vous le proposer, une information, mais c'est une information qui est formatée
par quelqu'un pour quelque chose. Et c'est aussi quelque chose de fondamental dans cette définition. Et enfin, il faut qu'il y ait un acte de documentarisation qui soit établi en tant que tel comme document, ce qui exclut dans cette définition ce qu'on peut retrouver dans d'autres acceptions, qui est par exemple le document, quelque chose que l'on trouverait et qui en tant que tel serait document. Dans cette définition, il ne le deviendra qu'à partir du moment où il y a un acte de documentarisation. Je vais passer peut-être directement à cette image pour en redonner la synthèse, et puis ensuite je vais la réinterroger immédiatement. Donc selon la définition qu'on a pu établir, eh bien, il faut qu'il y ait évidemment contenu, donc il faut qu'il y ait une logique de transmission, d'enseignement, nous disait Briand en revenant à l'étymologie de document. Il faut qu'il y ait une permanence, il faut que cette inscription, donc ce que je suis en train de faire en ce moment par exemple, peut supposer que c'est du contenu, il y a en tout cas une intention de transmettre ou d'enseigner quelque chose. En revanche, ce n'est pas une inscription, ou ça l'est à travers l'enregistrement de la caméra, mais les vibrations que j'émets dans l'air et que vous percevez avec vos oreilles ne font pas inscription parce qu'il n'y a pas permanence. Et bien, pour que cela devienne un document, l'enregistrement lui-même ne suffit pas, il faut qu'il y ait encore une fois un contexte, une documentarisation, quelque chose qui dira qui parle, pourquoi il parle, dans quel contexte il parle, etc., etc., et qui permettra à notre interprétation, qui permettra à notre acte d'interprétation, en fait, d'intégrer cette dimension. Encore une fois, c'est une description assez forte, assez restrictive du contexte de document, et l'objet, il va être surtout immédiatement de la remettre en cause. Alors du coup, j'ai une seconde citation de la suite du Roi des Aulnes, j'ai pas précisé l'auteur tout à l'heure, qui je trouve marque bien la transition, un peu plus ésotérique, mais néanmoins on va voir à la fin qui va nous donner le ton. Lorsque le symbole dévore la chose symbolisée, lorsque le crucifère devient crucifié, lorsqu'une inversion maligne bouleverse la phorie, la fin des temps est proche. Parce qu'alors, le symbole, n'étant plus lesté par rien, devient maître du ciel. Il prolifère, envahit tout, se brise en mille significations qui ne signifient plus rien du tout. Avez-vous lu l'Apocalypse de Saint Jean? On y voit des scènes terribles et grandioses qui embrasent le ciel, des animaux fantastiques, des étoiles, des glaives, des couronnes, des constellations, un formidable désordre d'archanges, de sceptres, de trônes et de soleils. Tout cela est symbole, tout cela est chiffre, indiscutablement, mais ne cherchez pas à comprendre, c'est-à-dire à trouver pour chaque signe la chose à laquelle il renvoie, car ces symboles sont diaboles, ils ne symbolisent plus rien, et de leur saturation naît la fin du monde. J'aime bien cette seconde citation qui, je trouve, s'inscrit dans le passage de contexte de la postmodernité qui avait été repris par le collectif PEDOC, et donc le passage du régime de la preuve, de la vérité, de la rationalité avec une certaine forme d'universalité à celui qui est probablement le monde donc, dans lequel on vit, plutôt d'une réinvention permanente, d'une opinion discutée, du changement permanent. Alors pourquoi ce parallèle? Eh bien parce qu'évidemment la construction du document en tant que tel s'effectue dans la logique et l'esprit de la preuve, de la rationalité, du permanent, avec ce que je vous ai proposé, de cette matérialité, cet objet qu'on peut toucher, que l'on peut préserver, que l'on peut archiver, à le contexte d'un monde numérique, où au contraire, eh bien on va le voir, l'objet va devenir, l'objet document, si on peut encore l'appeler comme ça, va devenir insaisissable. Petit passage par la raison computationnelle de Bashimon, qui donc prend son origine dans le concept de raison graphique de Jacques Goudy. L'idée que nous propose Goudy en étudiant l'écriture est que non seulement l'écriture est structurante parce que, évidemment, elle va apporter à l'information des propriétés de permanence. L'écriture a une importance décisive non seulement parce qu'elle conserve la parole dans le temps et dans l'espace, mais Goudy fait un second mouvement qui est, à mon sens, encore beaucoup plus important. C'est que, en changeant de support, en passant ici de l'air au papier, eh bien, le support va transformer cette information et va transformer notre façon de penser. Goudy parle de technologie de l'intellect. Et donc, on arrive... La conclusion à laquelle il arrive est que le passage de l'oral à l'écrit n'a pas seulement été un changement de modalité, mais a été une reconfiguration même du système de pensée. Je
je ne vais pas trop approfondir ça, ça nous emmènerait un peu loin, mais c'est cette idée de base sur laquelle donc s'est fondé Bruno Bachimon pour nous proposer la notion de raison computationnelle, et donc d'arriver à considérer que le passage au numérique n'est pas non plus simplement un changement de modalité dans lequel on aurait plus d'informations ou une information plus rapide ou des éléments de ce type-là, mais on aurait bien l'émergence d'une nouvelle rationalité, c'est-à-dire d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon d'organiser notre connaissance. Et donc, si on est d'accord avec cette hypothèse, bien évidemment, en tant que chercheur, il y a des enjeux à s'interroger autour de ces questions. Chose que l'on a fait un petit peu à Costech avec quelques collègues. Alors donc je vous en donne une synthèse extrêmement rapide, mais encore une fois qui va bientôt servir mon propos. L'idée de la numérisation, si on fait très très court, c'est d'associer un sens à des nombres qui n'en ont pas, au sein d'inscriptions numériques, appelons-les comme ça, puis de déléguer à une machine le traitement mécanique de ces nombres. Fondamentalement, c'est ce que fait un ordinateur, prend des symboles, on y retrouve la référence que je vous ai donnée précédemment, il travaille, il calcule sur ces symboles et il produit quelque chose que nous interprétons. Bien sûr, il existe énormément d'objets numériques, mais on peut retrouver au travers de ces objets un certain nombre de caractéristiques communes autour d'un travail que l'on a mené, qu'on a appelé des tropismes, dont je vais encore une fois pas faire le détail ici, c'est-à-dire des principes que l'on va retrouver de façon systématique ou quasi systématique, ou en tout cas courante au travers des objets numériques que l'on manipule. Ce qui est intéressant, et c'est ce pourquoi je voulais vous le montrer, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait on va vite s'apercevoir que ces tropismes, ces tendances naturelles des objets numériques, eh bien, en fait, vont majoritairement à l'encontre des propriétés documentaires que l'on a énoncées précédemment. C'est-à-dire que le fait d'adresser les objets, par définition, fait qu'on va avoir beaucoup plus de mal à les saisir, qu'on va pouvoir les segmenter. Le fait de pouvoir abstraire ces objets fait qu'on va en avoir des modèles que l'on va pouvoir manipuler. Donc là où on avait avant quelque chose de matériel qu'on pouvait tenir dans la main, eh bien, on se retrouve avec quelque chose de protéiforme dont on peut vaguement tenir un modèle, mais in fine, ce modèle lui-même n'est qu'une représentation abstraite de l'objet réel, on ne le tient en quelque sorte jamais. La connectivité va rompre la fermeture spatiale de l'objet, puisqu'en permanence, eh bien, il va être interconnecté avec d'autres éléments et on ne sait jamais vraiment ce dont l'on parle ou ce que l'on tient. Je vais encore une fois pas faire le travail complet, mais de la même façon, évidemment, la transformation, tout objet est transformé par essence, ça ne peut pas être autrement. Ce que vous voyez sur l'écran est une manifestation sémiotique d'un enregistrement numérique, mais vous ne pouvez pas voir l'enregistrement numérique, ce n'est même pas physiquement possible, et si ça l'était, eh bien ça n'aurait aucun sens. Et donc tout ça, eh bien, en fait, va en quelque sorte à l'encontre de la définition même de document. Ce qui m'amène à cette proposition qui est qu'en quelque sorte, le document numérique n'existe pas, la locution document plus numérique eh bien, pose problème en soi, puisque si on est numérique, en quelque sorte, on a perdu d'emblée, par construction, les propriétés documentaires, encore une fois au sens où je les ai définies juste avant. En tout cas, même si on choisissait d'autres terminologies, on a perdu cet héritage documentaire sur lequel s'est construit la société de papier dont je parlais au début. Alors, pour revenir sur ma première question, on pourrait donc jeter le concept de document en tant que tel et passer à autre chose. D'abord, il me reste un petit peu de temps, donc je vais prendre une autre voie. Et puis l'objet aujourd'hui était justement de voir les choses différemment. Et donc je vais vous proposer de réutiliser ce terme de document pour en fait en faire un outil, non plus en rechercher en quelque chose l'essence dans les objets qu'on manipule, mais en faire un outil, en faisant glisser un peu le terme et en parlant de documentarité, qui va être le fait de rechercher à travers les objets qu'on manipule, eh bien, ces propriétés qui semblait importante, en tout cas si on reprend la citation de Tournier au départ, était même tellement structurante qu'en quelque sorte elle constituait l'humanité moderne.
Dernier petit point également autour de ça, avant de revenir vraiment sur vous présenter le concept de documentarité, c'est cette idée que le problème que l'on va avoir, enfin un des problèmes que l'on va avoir, outre effectivement conséquence plutôt de la nouvelle matérialité du document à travers le numérique, c'est cette idée qu'on va à la fois nager dans une surdocumentarisation et une dédocumentarisation. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va à la fois avoir évidemment une explosion documentaire dont on est tous parfaitement conscients. On est confronté à une quantité d'informations qui devient totalement impossible à capter, alors que si on retourne sur les précurseurs de l'ère documentaire au XXe, les Huxley ou les Bush, par exemple, cherchait à imaginer le fait à un moment de tenir l'ensemble des documents dans une pièce, par exemple, pour Paul Huxley. Aujourd'hui, c'est des choses qui n'ont absolument plus de sens. Et en même temps, on a une dédocumentarisation. Je prenais l'exemple du tweet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des choses dont on nous paraissent avoir une nature documentaire considérablement affaiblie. On arrive donc à l'idée que je vous propose. Alors c'est plutôt une ébauche en fait, hein, j'aurais pu le dire avant, mais vous auriez pu vous sauver. C'est cette idée que plutôt que de chercher si les objets sont en soi des documents, et fondamentalement ce ne serait pas forcément extrêmement passionnant, eh bien on va plutôt utiliser méthodologiquement en quelque sorte les propriétés que l'on trouvait intéressantes dans le document, les propriétés culturelles, transmettre, enseigner, prouver, les propriétés techniques, diffuser, fixer, fermer, tenir encore une fois, scénariser, c'est-à-dire organiser a priori en vue de quelque chose, eh bien on va essayer d'utiliser ces éléments-là pour apprécier les objets que l'on va rencontrer et donc en quelque sorte reconstruire nous-mêmes leurs propriétés, décider nous-mêmes en quelque sorte du fait qu'ils font ou non document. Et là on revient à l'introduction que faisait Franck, en fonction de ce que l'on souhaite, en quelque sorte en fonction de ce que l'on cherche. C'est en cela que je ne répondrai pas à la question « un tweet est-il un document ?» D'abord, la question, en quelque sorte, est contextuelle, et puis non seulement elle est contextuelle au tweet, elle est contextuelle à son contexte de production, et elle est contextuelle, en quelque sorte, à mon usage. C'est ce que je viens de dire ici, hein, mais donc c'est plutôt cette idée de rentrer dans une logique de réflexivité, c'est-à-dire de s'interroger, et il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vous dis là, mais l'idée de s'interroger sur la nature des objets, plutôt que de chercher à leur donner un statut a priori. Je vais vous proposer donc d'étudier à la fois dans un contexte de production et dans un contexte de lecture. On va essayer de regarder un petit peu ce qu'on peut faire de cette idée. Si on prend un mémoire de projet, hein, ou un mémoire de stage pour des étudiants, ou voire même peut-être un article scientifique, une publication scientifique pour nous, eh bien on pourrait utiliser ce concept de documentarité comme un outil pour essayer de réfléchir à la forme que pourrait prendre justement la production documentaire d'un mémoire de projet, d'un mémoire de stage, d'une production scientifique. Évidemment, intuitivement, on pourrait être tenté de privilégier le papier ou le PDF qui serait la forme numérique qui en serait le plus proche. On est ici effectivement dans une cohérence par rapport à ce que j'ai énoncé au départ. On a bien un objet fermé, on a bien un objet figé dont la calculabilité, en quelque sorte, a été bien contrôlée, limitée. Donc ça pourrait être une première façon d'aborder en fait la question, et donc c'est ce qui fait qu'on garde une tradition extrêmement forte aujourd'hui encore en 2019 de publication à travers un format tel que celui-ci. Mais en revanche, on pourrait s'interroger, si on prend les autres dimensions que j'ai données, sur la caractéristique d'enseignement ou de transmission qui serait associée à un tel choix documentaire. Si on avait été en 1999 ou en 1989, avant Internet, et bien évidemment on produit un document papier, il va finir dans une bibliothèque, c'est là que les gens iront le consulter. Aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu moins claires, et encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de répondre, mais de s'interroger. On pourrait se demander quelle pérennité aura un document aujourd'hui que l'on va effectivement envoyer par mail à 2-3 personnes, qui va être probablement mis dans une boîte mail, qui sera peut-être parcouru, mais qui sera plus mis à jour. Et on pourrait le confronter, en tout cas le mettre en regard, d'autres pratiques que l'on voit aujourd'hui, d'autopublication sur un site, un blog, etc. Sur des réseaux sociaux, hein, je reviens à mon idée de tweet, est-ce que finalement, si on avait transmis
l'information d'un mémoire de recherche dans un ensemble de posts Facebook. J'étais parti de Facebook, pardon, pas de Twitter. J'ai migré, mais vous voyez bien qu'on est la même chose. Si finalement j'avais transformé mon rapport de stage en un ensemble de posts Facebook, lequel des deux aurait fait le plus de documents? Eh bien, encore une fois, je ne répondrai pas, mais je trouve que la question est intéressante en soi. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre un point de vue purement technique, consisterait à dire, mais évidemment, le PDF est un document, on voit bien, on ne peut pas le toucher, etc. Ou alors, on pourrait prendre un point de vue diffusion en disant, bah non, finalement, ce que j'ai transmis sur un réseau social, même de façon beaucoup plus déstructurée, même de façon beaucoup moins pérenne, in fine, peut-être que ça a une fonction de transmission plus forte. J'avais cette... je pense que je ne suis pas en avance, donc je vais avancer un petit peu, mais j'avais... Allez, je le passe vite fait pendant que je passe. J'avais cette image du cercle des poètes disparus que j'aime beaucoup. Vous savez, M. Keating, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui montre la mesure du poème, enfin, qui illustre la lecture de la qualité d'un poème en fonction de deux axes géométriques, donc une géométrisation de la qualité des poèmes. Et je trouvais je faisais quelque chose qui était un peu dans ce sens-là. Donc pour moquer moi-même du concept, j'avais pris cette illustration. Mais en quelque sorte, il y a un peu cette idée qu'on a un axe qui seraient les qualités techniques documentaires, de l'autre les qualités culturelles, et que la surface proposée nous donnerait en quelque sorte la mesure d'une certaine mesure de documentarité. En tout cas, ce qui est important, c'est que la documentarité, à mon sens, ne consiste justement pas à chercher à imiter le document papier, mais bien à travailler autour de ces deux axes que sont les fonctions culturelles et techniques, et encore une fois, en considérant les deux. Mais pour aller au bout quand même de cette illustration, on n'a pas le son là, mais le monsieur Keating, une fois qu'il a fini ce dessin, prononce le mot excrement, donc dit voilà, tout ça c'est... de la crotte, dirons-nous, si on est enregistré, ça n'a évidemment aucune valeur. Alors, à vous de juger, mais en tout cas, effectivement, on pourra au moins en garder le critique. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph, and its importance is plotted on the vertical, then calculating the total area of the poem yields the measure of its greatness. Excrement. That's what I think of Mr. J. Evans Pritchard. Et puis j'avais également joué avec ce découpage pour revenir sur le ça a été manipulé de Bruno Bachimon, c'est-à-dire le fait qu'en vous présentant la première vidéo, j'aurais pu en quelque sorte l'utiliser comme une illustration positive de ce que j'étais en train de vous dire, et en mettant la deuxième qui la suit juste après, eh bien on voit en fait que ça devient une illustration négative de ce que j'avais à vous dire, et on retrouve l'idée, je pense, vraiment très intéressante de Bruno là-dedans, qui est, à partir du moment où on regarde du numérique, on ne devrait jamais oublier qu'on a quelque chose qui vient juste d'être manipulé par une machine, programmé par un être humain derrière, et j'avais rajouté le « et ça va l'être à nouveau », et ne pas oublier que la prochaine fois que ce sera consulté, ce sera à nouveau manipulé. Ce qui concrètement peut vouloir dire, sur un autre ordinateur, ma présentation est en HTML, avec un autre navigateur, et donc pourrait avoir un comportement différent de celui que je vous donne là. En quelque sorte, ce que l'on voit, ce que l'on lit, n'est pas ce qui a été écrit. Alors, je vais probablement pas avoir le temps de passer tous les exemples qui sont là, mais on va en jouer un ou deux avant que j'arrive à ma deuxième partie, qui sont plus en fait une remobilisation de la même, du même ordre, mais vis-à-vis de contexte de lecture, en quelque sorte, si ça était une réflexion du côté du contexte de l'écriture. Ici, on a une photo que m'avait transmis un collègue, Thibaut Harib, qui est donc l'illustration d'une page web avec une news d'actualité, mais dans lequel tout simplement on a un petit plugin ici sur le navigateur qui fait de la substitution de mots à des fins purement humoristiques. Donc ici le mot sénateur est remplacé par le mot elf lord, et donc on a cette phrase Brazil elf lord Torres expelled over corruption claims, et si vous lisez l'ensemble de l'article, on trouvera comme ça quelques substitutions. Alors évidemment l'intérêt ici d'une part est humoristique, d'autre part c'est quelque chose que j'ai fait volontairement, donc on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup de sens, mais si on réfléchit au quotidien,
eh bien, on a par exemple des outils comme les bloqueurs de pub, que l'on installe également volontairement, dont la fonction principale est de modifier la page qui nous a été transmise pour justement substituer des messages par du rien ou par de l'information sur le fait qu'il y a des messages. Et donc c'est quelque chose que aujourd'hui on est en train de construire, c'est-à-dire la consultation de documents est systématiquement quelque chose que l'on cherche à recalculer à tous les étages, et y compris à notre dernier étage. Encore une fois, on peut se poser par exemple, on pourrait, je continue de m'accrocher à ce que je vous ai donné, bien on pourrait se poser la question de la documentarité d'un document consulté avec ou sans bloqueur de pub. Et encore une fois, je ne vous donnerai pas la réponse. On pourrait dire que d'un côté, eh bien, on s'est concentré sur le message, donc du coup, on a une attention supérieure et que les fonctions transmissives sont supérieures. De l'autre, en revanche, eh bien, on est plus loin du document produit à l'origine. Le bloqueur de pub peut tout à fait avoir un comportement avec des effets de bord qui vont engendrer la perte d'un certain nombre d'informations non voulues parce qu'il a cru que c'était de la publicité, or ça n'en était pas, etc., etc. Encore une fois, ce qu'on lit n'est de toute façon pas ce que l'on a été écrit, et plus on a de couches aujourd'hui sur le web, CSS, JavaScript, et plus on s'éloigne, et plus on complexifie les choses de ce point de vue-là. On trouve des mouvements qui cherchent justement à revenir en arrière, alors soit pour des raisons, pour des raisons écologiques, on va dire au sens de la gestion énergétique ou d'écologie de l'esprit, mais on retrouve des gens aujourd'hui qui prônent une tendance du low-tech website, consisterait justement à abandonner totalement le JavaScript, à revenir à des contenus sans CSS, donc, ou alors avec des CSS extrêmement basiques, c'est-à-dire aux pages HTML que l'on a connues, Franck, à peu près à l'époque où on s'est rencontrés ou un petit peu avant, qui finalement étaient peut-être, encore une fois, dont on pourrait poser, encore une fois, la question de la documentarité vis-à-vis de pages que l'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est le genre de questions que je souhaite poser, mais je vous avais promis de ne pas y répondre, donc je ne le fais pas. Je vais traiter ce deuxième exemple parce qu'il s'est produit dynamiquement pendant la création de ma présentation. J'avais donc prévu de vous parler de mashup, encore une fois une autre question intéressante qu'on peut se poser d'un point de vue documentaire. Le mashup est l'assemblage d'un ensemble de contenus pour produire quelque chose d'original. Et donc il y a cette vidéo qui est donc Fight Club versus le dîner de cons, où en fait on retrouve les paroles du dîner de cons sur les images de Fight Club. Et donc je m'étais dit, je vais vous montrer quelques images de cette vidéo parce que c'est vraiment extrêmement drôle. Et je suis arrivé là, et donc je dis, puisque c'est ça, je vais vous parler d'autre chose. Et donc je vais vous parler du principe de dépublication et de transclusion. Quand j'ai construit cette présentation, eh bien j'ai procédé à ce qu'on appelle donc une transclusion. C'est Ted Nelson dans les années 70 qui avait posé ce concept, c'est-à-dire l'idée que sur le réseau, je peux réintégrer un contenu distant comme s'il faisait partie de mon document. C'est ce qui se passe ici. Jusque-là, vous pensiez que cette vidéo faisait partie, était intégrée dans mon document. Si vous avez quelques connaissances d'HTML, vous savez que dans le HTML même, on ne met pas la vidéo, mais intrinsèquement, visuellement, sémiotiquement, eh bien, la vidéo est intégrée au document. Or, ça n'est in fine qu'un lien sur un serveur distant, en l'occurrence de YouTube, et il se trouve que la vidéo a été dépubliée pour des raisons de gestion de droits d'auteur. Les ayants droit ont jugé qu'on n'avait pas le droit de faire ce genre de choses. Et donc, du coup, la vidéo a été enlevée, et ça pose fondamentalement, encore une fois, la question de la documentarité à partir du moment où je commence à produire du document dont je n'ai pas le contrôle des sources. Or, on pourrait se poser la question à l'inverse, dans quelle mesure aujourd'hui, dès qu'on commence à faire du référencement sur le web, eh bien on contrôle l'ensemble de ce que l'on publie sur le document. Alors néanmoins, je ne le ferai pas ici, mais j'ai retrouvé la vidéo sur Dailymotion et je vous invite vraiment, pas pendant les présentations, mais pendant la pause, à aller les voir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'énormément rire alors que je l'avais beaucoup vu déjà. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je commence à arriver au terme de mon temps. Mais donc j'avais d'autres exemples un petit peu de ce même type-là. Et l'idée n'était pas de montrer que ça marche. J'en suis pas du tout à ce stade-là. Mais l'idée était de vous montrer un petit peu comment ça pouvait marcher et peut-être vous donner l'idée de prolonger ce mouvement qui consisterait à se demander en face des objets dans quelle mesure ils font ou pas document. Et Franck le disait en introduction, le fait de disposer à un moment d'une théorie documentaire, d'avoir défini les concepts qui nous intéressent dans l'histoire documentaire peut être une façon d'interroger les outils qu'on développe aujourd'hui.
Mais comme je vous l'ai dit, mes préoccupations aujourd'hui ont glissé un petit peu. Je m'intéresse moins aux documents en tant que tels et plus aux questions des relations de pouvoir sur Internet à travers le mouvement de centralisation que l'on observe aujourd'hui. Je suis reparti néanmoins de Goody qui a écrit un autre livre qui s'appelle « Pouvoir et savoir de l'écrit », dans lequel il montre que la maîtrise, à partir du moment où dans le premier, encore une fois, où il a posé que le support configurait la façon de penser, et bien dans une seconde partie, en quelque sorte, il va nous montrer que la maîtrise des technologies qui permettent d'écrire, et bien, in fine, devient une maîtrise des technologies qui permettent de penser, donc des choses qui revêtent un enjeu de pouvoir, et même un enjeu de pouvoir colossal. Alors du coup, je m'étais dit, je vais pouvoir vous interroger un petit peu, si on est d'accord, hein, si vous ne l'êtes pas, vous pourrez le dire après, mais si on est d'accord avec Goody et avec moi sur le fait qu'il y a de vrais enjeux de pouvoir derrière les technologies d'écriture, on peut se poser des questions de ce type-là, du type de quelles sont les technologies qui sont majoritairement pour trouver un document. On a peut-être vu Franck, avant que ce soit enregistré, passer un certain temps sur Google Search à rechercher des choses, donc on peut se poser ce genre de questions. On peut se poser les questions des technologies qui sont majoritairement utilisées pour lire un document. Hein, le navigateur le plus répandu aujourd'hui est Google Chrome. On peut se poser des questions sur les technologies qui sont majoritairement utilisées pour produire des documents. On verra un petit peu après moi, mais il m'a semblé que de nombreuses présentations avaient été produites avec Microsoft PowerPoint. On pourrait se poser des questions sur les technologies qui sont majoritairement utilisées pour diffuser les documents aujourd'hui, et j'ai moi-même pris l'exemple de Facebook en introduction. Alors, on a eu cette campagne, peut-être que vous l'avez vu passer, de la quadrature du net, avec les 5 GAFAM étaient représentés, mais je vous ai gardé celle-là parce qu'elle collait mieux à mon propos, le Google filtre ta pensée, qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment, ces technologies-là, mais encore une fois, par essence, parce que ce sont des technologies de l'intellect, eh bien, vont configurer notre façon d'accéder à l'information. Je vous ai déjà donné ces quelques exemples. Il y a des choses un peu moins immédiates que je peux souligner rapidement, mais comme la maîtrise des DNS, les serveurs qui transforment, hein, lorsque vous tapez une adresse web comme utc.fr, eh bien en fait vous allez vous adresser derrière à une machine informatique qui ne s'appelle pas utc.fr, qui a ce qu'on appelle une adresse IP, une adresse physique. Et bien en fait il y a d'autres ordinateurs dont le rôle est de transformer le utc.fr dans l'adresse IP de UTC, et la maîtrise de ces serveurs est également fondamentale parce qu'elle permet de savoir, en fait, en quelque sorte, à quelle machine on parle. C'était un petit peu annexe, mais c'est pour montrer que le problème touche à la fois les outils qu'on utilise, mais en fait, il touche également l'infrastructure même d'Internet. Je ne vous ai pas parlé ici de toute la dimension consultation sur terminaux mobiles, aujourd'hui avec effectivement la logique des applications qui rentre dans une logique éditoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, publier une application pour qu'elle soit utilisable sur un système Apple, sur un iPhone, demande de passer par un processus éditorial, c'est-à-dire que l'éditeur du système d'exploitation va regarder ce que vous voulez publier, décider que c'est ou non publiable sur ces systèmes-là. Alors il ne s'agit pas pour moi de dire que ce qu'il y a de mauvais dans ces technologies, ce qu'il y a de répréhensible, serait justement qu'elles formatent les choses, parce que c'est l'essence même de toute technologie, de définir un champ du possible et de fermer des champs du possible. En revanche, on pourrait se demander dans quelle mesure on a raison et dans quelle mesure on est d'accord avec le fait de remettre entre les mains d'une poignée d'acteurs eh bien l'ensemble des technologies qui nous servent à produire du document et donc à penser. On peut d'autant plus se poser cette question que ces acteurs-là, on le sait très bien, leur objectif eh bien, n'est pas en quelque sorte de faire du document. Le document pour eux n'est qu'un moyen de capter de l'attention, de capter des marchés. Pour conclure, pour arriver à la conclusion, et ce que je vous propose en face de cette interpellation, appelons-la comme ça, eh bien c'est l'idée, si l'on est d'accord avec le fait que la technique est fondamentalement en jeu
dans les processus documentaires et donc dans les processus de constitution de la pensée, eh bien on peut, et c'était l'idée de cette proposition autour de la documentarisation, s'exercer à identifier ces technologies de l'intellect et puis peut-être à se rapproprier les moyens d'écrire, de lire, de diffuser, peut-être moins qu'on ne le fait aujourd'hui et plus tel qu'on le faisait il y a encore quelques années, accepter de se rapproprier des outils, accepter d'utiliser des outils tiers et de maintenir une certaine diversité. J'ai cité des choses ici auxquelles je suis potentiellement associé. À travers les chaînes Scénarii, on modélise nos processus documentaires. Vous avez probablement entendu parler des différentes initiatives de Framasoft pour proposer des alternatives aux outils dont j'ai parlé. On pourrait se poser la question de réactiver un certain nombre de technologies qui étaient plus décentralisées par construction, comme le fait d'héberger chez soi son propre blog, d'utiliser les moyens des universités tout simplement. Il y a aujourd'hui des réseaux décentralisés, il y a également des logiques de contribution sur lesquelles on peut se demander. Par exemple, une question très simple, combien de temps on a passé à consulter des articles sur Wikipédia et combien de temps on a passé à contribuer à des articles Wikipédia. Essayer un petit rapport entre les deux, on serait pas sur des 100, 1 1000, 1 million probablement. Or, effectivement, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a tous ici des choses à dire. Voilà un petit peu des questions lesquelles on pourrait s'interroger. Puis comme on était à l'Université Montaigne, je vais terminer sur cette petite citation. Ah, perdu. Je l'ai là. J'avais préparé. De la Boétie. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libérés. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais conclure, et donc je le fais, et je vous remercie de votre attention.